Vous voyez, Jérusalem. Et oui, on s'était promis de faire un live en direct de Tel Aviv. Alors Tel Aviv, ce sera pour la prochaine fois. Ici, on est à Jérusalem, et regardez avec qui je suis. Enchanté, bonjour. Salut Yves. Alors Yves, les anciens le connaissent bien, même les nouveaux. Ceux qui ont connu Yves, Yves intervenait régulièrement sur LDC. On avait des débats sur des questions métaphysiques, sur des questions spirituelles, sur des questions d'actualité. On a été parfois d'accord, parfois pas d'accord. En tout cas, il contribue au débat et le débat avec lui continuait. Alors, salut Yves. Écoute, merci de me recevoir et merci pour ton accueil. Tu m'as fait visiter la ville aujourd'hui, Jérusalem. Tu es venu de Tel Aviv, mais finalement Tel Aviv et Jérusalem, c'est pas très loin. Une heure. Un vol pas d'oiseau, un vol d'ange. La question est où est l'ange et où est le démon entre Tel Aviv et Jérusalem? Alors aujourd'hui, on pourrait, qu'on parle de Jérusalem, qu'on parle d'Israël, Palestine, on peut en parler des heures et des heures. Et puis on peut parler d'actualité, on peut parler d'histoire, on peut parler de géographie. Moi, j'ai envie qu'on profite de toi pour nous donner quelques éclairages et peut-être nous expliquer des choses de ton point de vue, parce que là, dans l'heure que j'ai passée, 2 heures que j'ai passées avec toi, tu m'as expliqué plein de choses, quoi. Tu m'as dit, en fait, là, le réel est toujours plus complexe, hein. Il n'y a pas des bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il n'y a pas les progressistes d'un côté et les libéraux de l'autre côté, et les extrémistes de l'autre côté, aussi bien chez les uns que chez les autres. Alors on entend ces derniers temps qu'au niveau politique, eh bien, il y a le camp extrémiste et puis le camp progressiste. Qu'est-ce que tu pourrais dire juste là-dessus? Je dis que grosso modo, le camp, en fait, qu'on parle quand on est extrémiste, c'est du point de vue en fait des libéraux, type des libéraux de la gauche démocrate en fait des États-Unis, qui sont similaires, qui te jugent en fait comme extrémiste. C'est-à-dire que toute personne qui serait religieuse, que ce soit d'ailleurs musulmane ou juive, est considérée comme un extrémiste. Toute personne qui n'est pas pour l'homosexualité, qui n'est pas pour toutes les réformes en fait qui sont faites au niveau des libéraux est considéré comme un anti-progressiste, et donc tous les anti-progressistes sont considérés comme des extrémistes. Cela veut pas dire que, soyons clairs, que je sois contre les homosexuels ou quoi que ce soit, soyons clairs là-dessus. Moi je n'ai aucun problème avec les homosexuels en eux-mêmes, mais on peut très bien être contre l'homosexualité et être complètement ne vouloir faire aucun mal d'aucune manière, ni psychologique ni sociale, aux homosexuels. Alors, donc on a en fait deux camps en Israël. Donc il y a le camp conservateur, qui sont grosso modo faits de traditionnalistes et de religieux, qui en fait veulent continuer en fait l'identité, qui sont pour un pays qui serait multi-identitaire, donc avec plusieurs identités différentes, en gardant une identité juive forte, mais en conservant évidemment les musulmans avec leur identité musulmane, les berbères leur identité berbère. Et on a un camp libéral qui est pour en fait un mixage de toutes les identités, comme ça se passe d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, et qui est pour en fait faire un fond commun en fait de toutes les identités, où tout le monde en fait serait identique dans ce fond commun. C'est une guerre en fait identitaire qui se passe plus ou moins dans le monde entier, qui se passe aussi en Israël, mais on ne parle pas en fait d'un côté d'extrémistes et de l'autre côté de gens libéraux. D'ailleurs, en Israël même, au niveau du comportement en tout cas, la gauche c'est une gauche qui est plutôt riche et une gauche caviar. La plupart des gens qui votent en gauche en Israël ont plus de 60 ans et sont des gens aisés, blancs, qui viennent des pays HLA, donc c'est des pays européens. Et la plupart des gens qui sont dans le flanc conservateur sont ou bien des gens orientaux, ou bien des gens religieux, ou bien des gens avec très traditionnistes. Donc en fait on a et qui sont en général aussi en moyenne de niveau social un peu moins élevé, en moyenne en tout cas. Donc la classe sociale, la classe ouvrière, etc., en Israël est plutôt à droite, et la classe riche est plutôt à gauche. Des pays comme Tel Aviv, des villes comme Tel Aviv, qui sont des pays relativement riches, il y a une énorme majorité en fait de gens à gauche, et des villes comme Jérusalem sont complètement à droite. Donc la lutte en fait, c'est pas des luttes des libéraux contre les extrémistes, c'est des luttes entre deux visions différentes du monde en fait. C'est ça. Ok. Et donc, lorsqu'on parle tout à l'heure, lorsque je disais, est-ce qu'il y a
en Israël, est-ce que les Arabes israéliens, parce que il y a, alors, parce que parfois on mélange, il y a à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle les territoires occupés ou sous occupation, et puis il y a des populations musulmanes qui étaient historiquement palestiniennes, qui sont israéliennes en Israël. Et je disais, est-ce qu'il y a une discrimination des uns ou des autres? Et toi tu disais, il y a peut-être, s'il y a discrimination, c'est peut-être les Arabes, mais aussi d'autres, tu dis pas. Mais je dis qu'en fait, la situation est beaucoup plus complexe parce que chaque fois, quand on parle de discrimination, ça dépend de quel niveau on parle en fait. Si on parle du niveau social, économique, c'est clair que vous avez la population juive en moyenne à un niveau économique plus élevé que la population arabe. Ça s'explique au niveau social, au niveau traditionnel, au niveau culturel. Il y a aussi une forme de racisme aussi, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier non plus que une bonne partie des personnes qui sont en Israël sont des gens qui sont venus d'Europe avec un bagage universitaire très répandu. Néanmoins, il faut bien dire que les Arabes aujourd'hui en Israël, ou les Palestiniens arabes en Israël, sont dans tout le monde arabe ceux qui ont le plus de diplômes universitaires au monde. C'est qu'il n'y a pas un pays arabe au monde où on a aussi haut niveau de diplôme universitaire parmi les Arabes qu'en Israël. Donc même si les Arabes sont ultra diplômés en Israël, ils restent un petit peu moins diplômés et en plus leurs diplômes sont plus neufs alors que leurs parents avaient moins de diplômes. Donc il y a une différence au niveau socio-économique. Il y a aussi les populations qui vivent un peu séparées, donc il y a une forme de discrimination des deux sociétés où les Juifs ont difficile de travailler chez les Arabes et les Arabes chez les Juifs. Il y a une forme de discrimination qui est de moins en moins forte dans certaines zones, mais qui malheureusement augmente dans d'autres zones. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que il y a, au niveau social, par exemple, les Noirs religieux, les orthodoxes religieux, ont le même problème que les Arabes. Eux aussi sont dans un niveau social beaucoup plus bas que la moyenne, entre guillemets. Et eux aussi, par exemple, il y a un autre endroit où ils sont discriminés, par exemple, c'est au niveau de la violence policière. La violence policière en Israël, elle est différente en fonction de la classe de gens à qui tu appartiens. Si tu appartiens aux Arabes ou aux Noirs orthodoxes, les policiers, grosso modo, ont le droit de se tabasser et les juges vont protéger les policiers comme c'est arrivé encore dernièrement, ce qui est complètement scandaleux. Si tu es un juif traditionnel comme moi, ils ont le droit aussi d'utiliser la force et normalement ils n'auront pas trop de problèmes. Mais si tu es un laïc blanc ashkénaze de Tel Aviv, alors tu peux taper un policier et il ne t'arrivera rien. Donc je veux dire, il y a une différence au niveau du comportement policier qui est très problématique. Mais je veux te dire, c'est ponctuel entre guillemets. Maintenant, il y a d'autres domaines, par exemple au niveau de la construction, de l'immobilier. Par exemple, un juif qui construirait une terrasse illégale, le lendemain on détruit sa terrasse. Il n'y a aucune chance. Dans la plupart des villes, des villages arabes, la construction illégale, c'est 90-95% de la construction. Et on n'y touche pas. Mais alors d'un côté, ça favorise dans une réalité parce qu'ils sont entre guillemets moins chers, gratuites. D'un autre côté, leur infrastructure urbaniste est complètement est dans un état lamentable parce que quand il n'y a pas de programme de construction de la ville, évidemment, la ville est dans un chaos monstre. Et il y a énormément de corruption. D'ailleurs, aussi bien dans la ville arabe que dans la ville des orthodoxes juifs, c'est le même problème chez les deux, dans les deux communautés. Mais il y a beaucoup de corruption en fait dans ces villes. Donc ça veut dire que il y a des problèmes clairs et nets de disproportion dans différents domaines, mais je pense pas que... Et puis il y a un autre domaine, par exemple au niveau de l'armée. L'armée, par exemple, grosso modo, tout le monde doit faire l'armée en Israël, sauf les Arabes et les Noirs orthodoxes. Les Noirs orthodoxes et les Arabes sont dispensés d'armée. Et aussi, même quand tu veux pas faire l'armée en Israël, même un laïc devrait faire un service civil. Les Noirs religieux et les Arabes sont dispensés. Au niveau des orthodoxes, nous on voit tous les orthodoxes juifs comme identiques. Ils sont tous habillés en noir, en blanc, etc. En fait, le mouvement orthodoxe, c'est 200 ou 300 mouvements différents au milieu du monde orthodoxe. Il y a une partie des orthodoxes, une petite minorité qui s'appelle Tuetar Karta, qui sont ultra antisionistes, pro-iraniens, pro-Hamas, pro-Hezbollah, etc. Qui sont
en fait aussi détestés par les Noirs orthodoxes, entre guillemets. Tu as une autre partie, donc qui fait en Jérusalem, je dis qu'il y avait une communauté relativement importante, qui sont aussi antisionistes d'un côté, mais ils ne sont pas pro-iraniens, pro-islamistes, simplement ils n'acceptent pas l'autorité israélienne, la police israélienne, tout ce qui est au niveau du gouvernement. Ils essayent en fait de vivre en autonomie en dehors du gouvernement. Ouais. Ça c'est aussi une minorité, mais qui est très présente en Israël, à Jérusalem. Et il y a la majorité des orthodoxes qui eux-mêmes sont séparés en d'innombrables clans différents, mais qui, d'une manière générale, sont sionistes et supportent le gouvernement et participent à la démocratie. Mais je veux dire, mais même au sein même des orthodoxes, très souvent on voit l'image de cet orthodoxe qui jette des pierres ou qui supporte l'Iran, etc. En fait, ce sont des infimes minorités qui ne représentent pas du tout les orthodoxes de manière générale. Donc les orthodoxes antisionistes, comme on montre, sont une minorité des orthodoxes, ou un des mouvements des orthodoxes. Mais ces gens, moi je me connais une histoire d'un ami qui m'a raconté qu'une personne pareille qui habitait dans une ville d'orthodoxes juifs qui s'appelle Modi'in-Illit, qui avait vu à la télévision en Iran avec Khomeini en fait, et quand il est rentré à Modi'in-Illit, il a été expulsé à coups de pierre et sa femme a été obligée, les rabbins l'ont obligé sa femme à divorcer. Ils sont haïs. Ils ont été excommuniés. Ils ont été excommuniés. Non, ils ne faisaient pas partie de leur communauté. Ah oui, ils ne voulaient pas simplement qu'ils vivent avec eux. Ah ouais. Ce sont des gens qui ne représentent en rien, en fait, la majorité des orthodoxes juifs, qui sont en règle générale pas des grands supporters de l'État, c'est pas des grands sionistes qui vont se balader avec des drapeaux d'Israël, mais ce sont des gens qui vont faire ce qu'ils ont à faire pour l'État, en fait, et qui n'ont rien contre, en fait, qui participent à la démocratie, comme toutes les autres communautés en Israël, d'ailleurs. Comme une partie des Arabes en Israël qui participent à la démocratie, qui ont leur parlementaire, et qui étaient là dans le précédent gouvernement, d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Ah, tiens, on va se mettre un tout petit peu par là, comme ça on s'éloigne un peu du bus. Alors, là on a parlé un petit peu. Alors, au niveau des... Donc, tu me parlais, là quand tu me parlais donc au niveau des Arabes israéliens qui par la force des choses occupent des postes où au niveau de l'éducation, etc., sont plus bas. Maintenant, parlons des Arabes ou des Palestiniens qui sont sur des territoires qu'on dit occupés, comme ici Jérusalem-Est ou d'autres régions. Là, parce que là on entend beaucoup de choses dans les médias par rapport à la discrimination qu'ils vivraient. Le statut qui est donc des Palestiniens, qui sont des Palestiniens occupés, comme l'autorité palestinienne n'est pas autonome dans la gestion, quel est le problème en fait? D'abord, il faut bien faire une différence entre Jérusalem et ce qu'on appelle la Judée-Samarie, ou l'État disputé, peu importe le terme qu'on utilise. Au niveau d'Israël, les Arabes, les Palestiniens ou Arabes, peu importe le terme qu'ils utilisent, qui se trouvent dans la ville, la municipalité de Jérusalem, ils ont leur carte d'identité israélienne, ils sont israéliens, ils ont tous les droits des Israéliens, c'est qu'ils ont aucune limitation en fait, comme la limitation du mouvement des Palestiniens, etc. Donc les Israéliens qui vivent dans la municipalité de Jérusalem, ils n'ont aucune limitation. Ils ont au niveau des droits, ils n'ont aucune différence ils n'ont pas plus ou moins de droits que moi. Même ceux de Jérusalem-Est? Jérusalem-Est, c'est la même chose. Ils ont l'identité, la carte d'identité, sauf ceux qui ont refusé d'obtenir la carte d'identité. On leur a offert, mais il y a des gens qui ont refusé par principe, mais la plupart ont accepté. Donc ceux qui ont la carte d'identité, ils n'ont aucune limitation. Ça, c'est la première chose. Après, il faut parler au niveau de ce qu'on a occupé, ce que nous on appelle Judée-Samarie. Là, il y a trois zones en fait. Il y a la zone A, la zone B et la zone C. La zone A, c'est la zone qui est contrôlée à 100% par l'autorité palestinienne, ou qui est censée être contrôlée à 100% par l'autorité palestinienne, qui ne contrôle plus beaucoup, vu la corruption du Fatah, mais qui, au niveau théorique, en tout cas, étant censé avoir un contrôle complet dans la zone A. C'est une zone aussi où les soldats israéliens n'ont pas le droit de rentrer sans être coordonnés avec les autorités palestiniennes. Il y a la zone C, qui est une zone contrôlée à 100% par les Israéliens, et il y a la zone B, qui est une zone qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin, qui est une zone relativement faible, comme limitée, où il y a un contrôle partiel de sécurité des Israéliens, mais un contrôle gestionnaire des Palestiniens. Mais parlons de la zone A
À la zone A, il n'y a rien à parler, puisque c'est complètement dans la main des Palestiniens. La zone C, pour le moment, en fait, il y a les habitants, que ce soit juifs ou palestiniens d'ailleurs, sont soumis en fait aux lois encore qui datent du régime britannique. Et c'est-à-dire que les juges sont les juges militaires et les lois sont les lois militaires. Cela veut dire en fait qu'une personne, par exemple une femme enceinte, où son patron décide de la renvoyer parce qu'elle est enceinte, elle n'a aucune protection sociale. Ça c'est le cas actuellement, qu'il soit juif ou arabe d'ailleurs. Ça n'a aucune différence si c'est un palestinien ou un juif. Ils n'ont aucune protection sociale à partir du moment où ils vivent dans cet endroit-là. Donc l'État ne s'exerce pas là-dessus en fait. Il s'exerce par son autorité militaire, mais pas directement. Donc l'autorité militaire actuellement c'est l'armée israélienne. Oui, tout à fait. Mais ça dans les zones C. Ça c'est la zone C. Ça c'est dans les zones C. Dans les zones C. Et quelles sont les régions par exemple des zones C? Grosso modo, les grandes villes palestiniennes, tous les Naplouse, Revron, toutes les grandes villes palestiniennes, sauf à Revron, c'est un petit quartier, mais grosso modo toutes les grandes villes, c'est les zones A. Ouais. Les alentours, les banlieues, la grande banlieue, c'est la zone B. Ouais. Et tout le reste, c'est la zone C. Au niveau de la population, si je ne me trompe pas, tu as 85% de la population palestinienne qui se trouve en zone A. Mais au niveau des territoires, c'est peut-être 35% des territoires occupés de la Judée-Samarie ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit pourcentage au niveau géographique, mais c'est un gros pourcentage au niveau de la population en fait. Ce sont les régions qui sont les plus peuplées en fait. Oui, c'est les villes. Concentration. C'est les grandes villes qui ont été. Voilà. Alors maintenant, le problème pour le moment, c'est que justement, on parlait, tu me proposais pourquoi on n'applique pas les lois en fait normales dans ces zones-là. Et je disais en rigolant qu'il était devenu un extrémiste, parce que les extrémistes, ce qu'on appelle extrémistes en Israël, ce qu'ils veulent, c'est justement en fait d'appliquer les lois israéliennes dans ces zones-là. Ces lois pour les Palestiniens comme pour les Israéliens. Il n'y aura pas de différence. Quand on applique une loi en Israël, elle est la même. On n'a aucune zone, aucune loi en Israël qui est différente en fait, ou au niveau civil, où on dit très différemment un Palestinien et un Israélien. Ça n'existe pas. D'ailleurs, au niveau de la loi israélienne, celui qui est israélien, il est israélien, il n'est pas juif ou il n'est pas musulman, il est israélien. Donc ce sont les mêmes lois. Donc ce que, entre guillemets, les groupes entre guillemets extrémistes en Israël veulent, c'est intégrer ces zones et y mettre les lois israéliennes. La gauche s'y oppose parce qu'elles disent que c'est une partie, le début de l'annexion en fait. C'est le début de l'annexion, c'est d'appliquer la loi et c'est le premier stade en fait pour annexer les territoires. Ce qui n'est pas étonnant puisque au niveau global en fait, nous avons la vision globale de la gauche en Israël, c'est de faire 2 États séparés et d'essayer au maximum de renvoyer tous les Palestiniens dans l'État palestinien, pour qu'il y ait le moins d'Arabes possible en Israël, d'avoir un État maximum de Juifs et un État avec un maximum de Palestiniens. C'est aussi ce que veut le Fatah, c'est aussi ce que veulent les activistes palestiniens en général, les plus modérés. Non, les activistes palestiniens, non, ne le veulent pas, puisqu'ils veulent qu'ils aient un État, palestinien sans Juifs, mais par contre, ils veulent appliquer, ils le refusent. C'est pour ça que Arafat n'avait pas signé les accords de Barak, etc. Parce qu'il veut appliquer la loi de retour de tous les Palestiniens, des petits-enfants des Palestiniens, de Liban, de Syrie, etc., qui puissent revenir en Israël. C'est-à-dire environ 6-7 millions de personnes. En Israël ou dans le futur Palestine? Non, en Israël. En Israël? En Israël, c'est ça le problème. C'est dans le futur, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'ils veulent que le retour se fasse en Israël. Donc c'est détruire en fait Israël. C'est une autre manière de dire qu'il n'y a plus d'Israël. Par la population. Mais, oui. Ouais, mais sauf que la majorité ne reviendra pas, Yves. Oui, mais même... Donner cette possibilité. Même si tu prends 2 millions, 3 millions de personnes, ça déstabilise tout à fait l'endroit. Ça risque de déstabiliser au niveau démographique. Il ne faut pas oublier que non, déjà maintenant, actuellement, je ne sais pas exactement le chiffre exact, mais tu as environ 1,5 million ou 2 millions de musulmans en Israël, quelque chose comme ça. Oui, mais pour certains, ce droit accordé, peut-être que dans les faits ne se traduit pas, mais pourrait être par l'obtention d'un dédommagement ou une reconnaissance symbolique. Parce que les gens qui sont partis, qui puissent avoir le droit d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. En fait, en Israël, on est tout à fait d'accord. En termes de justice, quoi. On est tout à fait d'accord, mais alors que le même droit de justice soit accordé aux Juifs qui ont fait les pays arabes. Et en fait, il y a déjà. Mais c'est pas le cas, c'est pas possible. Non. Et il y a eu déjà des études qui ont été faites officielles en disant que dans ces cas-là, je dis, les Juifs seraient gagnants, entre guillemets. Sans rentrer dans les détails, parce que le nombre de pays arabes dans lesquels les communautés juives ont fui
et je dis, en règle générale, les communautés juives étaient relativement aisées. Et donc, les propriétés qu'ils ont laissées dans les pays arabes, je ne connais pas les détails, mais dans les trucs qu'ils disaient que c'était fort différent. Mais moi, je suis pour, hein, moi, je suis pour tout règlement, mais il faut bien se dire que quand on parle de réfugiés politiques, dans aucun pays au monde, les petits-fils et les arrière-petits-fils d'un réfugié sont des réfugiés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu ne trouveras aucun pays au monde. Un réfugié, c'est quelqu'un qui était hormis son pays, ou peut-être que le fils qui était jeune au moment de sa naissance, tu peux dire qu'il était réfugié. Mais pas ses enfants. Mais quelqu'un qui est né en Syrie ou qui est né en Belgique, c'est plus un réfugié politique. Si tu as été réfugié politique d'Iran, tu as fui en Belgique et ton enfant est né en Belgique, c'est pas un réfugié politique, c'est un Belge. Donc normalement, les Palestiniens qui sont nés en Syrie ou en Jordanie ou au Liban, ce sont des Libanais, des Syriens, des Jordaniens. Oui, mais ces États, justement, Jordanie, Syrie, Liban, ils ont fait volontairement, ils ont gardé des camps et ils leur ont pas accordé un statut de citoyen de ces pays-là pour justement garder cette question en suspens. Cette arme. Cette arme pour qu'un jour, peut-être que la guerre serait gagnée ou le combat serait réglé parce que si jamais ils leur donnaient la citoyenneté syrienne, jordanienne ou libanaise ou d'autres pays arabes, la question serait réglée. Peut-être que c'est fait. Mais c'est évident, je suis tout à fait d'accord. Mais et qui sont les victimes dans cette histoire? C'est les Palestiniens eux-mêmes. Mais c'est ça qui est dingue. Quand on voit même au moment de la guerre de la Syrie, quand tu vois Assad, les massacres qu'il a fait dans les camps palestiniens, parce que les camps palestiniens étaient relativement hostiles, et il les a bombardés avec des gaz et des bombes de feu. Il a coupé à Yarnouk, il a coupé l'eau pendant 2 semaines, 3 semaines à Yarnouk, les gens sont morts de faim. Il y a des horreurs qui sont faites aux Palestiniens en Syrie et dans les autres pays. Et je veux dire, ça n'émeut pas beaucoup l'opinion politique. Moi, sincèrement, ça me rend triste. La mort d'une personne ou d'une autre me rend triste d'une manière générale, mais je trouve que les gens qui sont humanistes, eh bien, ils devraient se dire comment se fait-il que dans ces pays arabes, eh bien, on laisse des gens sans possibilité de travail, sans possibilité de propriété. Ils n'ont pas le droit d'être, par exemple en Syrie, en Jordanie, ils n'ont pas le droit d'être propriétaires, ils n'ont pas le droit de faire une profession publique, ils n'ont pas le droit, ils ont ou presque aucun droit. Ce sont des populations apatrides finalement, donc ils n'ont pas... Oui, mais c'est un scandale. À la limite que tu me dises 20 ans après la guerre, quand tu les gardes au cas où, mais là, bon, je veux dire, on a presque... 70 ans, 75 ans, 80 ans. Pourquoi est-ce que tu gardes ces gens dans des camps d'apatrides? C'est un drame, mais je suis persuadé que ce n'est pas Israël qui est responsable de ce drame. Mais on peut dire que ça a commencé par la guerre en Israël, c'est vrai, mais on ne va pas revenir en arrière. Il y a eu les transferts de population pendant les guerres, aussi, c'est des choses qui sont dans toutes les guerres. C'est triste, une guerre, c'est jamais quelque chose de bien, de propre, mais la solution, en fait, ne peut pas être l'arrivée de 6 millions de petits-enfants, de personnes qui ont fui Israël. Le retour en Israël, c'est pas possible. Je veux dire, on parle de 50 000 ou de 100 000, ou un chiffre, c'est quelque chose qui est tout à fait rationnel et logique et possible. Mais si on parle de masse, c'est pas possible. Parce qu'il y a quand même aussi toute population, elle a aussi un équilibre social, etc., qu'il faut pouvoir préserver. Ceci étant dit, je veux dire, encore une fois, moi je pense sincèrement qu'il faut pouvoir rendre une vision de futur aux Palestiniens, et il faudrait pouvoir arriver à leur donner l'envie d'autre chose plutôt que de la guerre, l'envie d'avoir une option de futur, qui ne soit pas une future de guerre, qui soit une future de créer, par exemple, de Gaza à Singapour. Moi, je suis persuadé qu'à partir du moment, si le Hamas décidait d'avoir un accord de paix avec Israël, et en échange de recevoir des fonds, même des milliards des États-Unis ou des Arabes Saoudites ou d'autres pays, il pourrait être submergé d'argent, même d'Israël. Et je veux dire, même si ce n'est pas d'un petit territoire, il pourrait, et il y a l'Égypte qui avait proposé à l'époque de ne pas donner une partie du Sinaï, il y aurait moyen de trouver des solutions. Je ne pense pas que... il y a moyen de trouver des solutions. La question est de savoir, est-ce que les gens veulent réellement trouver des solutions, ou bien les gens restent dans leur schéma
dans tout le temps le même schéma, où c'est tout ou rien. Et quand c'est tout ou rien, ben, c'est toi ou moi, quoi. C'est ça. C'est toi ou moi. Eh ben oui, voilà, on voit que la réalité est toujours beaucoup plus complexe et quand tu dis on ne sait pas si les gens, alors les gens, on ne sait pas si c'est des gens dans la rue, les populations en majorité, mais je pense que c'est surtout les dirigeants politiques qui ont une responsabilité pour leur population. D'un côté, tu es responsable que quand tu élis un gouvernement, le Hamas a été élu. Il est en même temps élu. Et il a été élu, et si on dit que si jamais le Fatah ne fait pas refuse toute élection depuis 25 ans, parce qu'ils savent très bien qu'ils perdront les élections pour le Hamas. Mais c'est vrai, c'est aussi parce que c'est les populations qui l'ont voulu, mais Yves, tu vois partout, hein, c'est finalement là où lorsqu'on passe par les urnes, ce sont les camps qu'on dit entre guillemets extrémistes ou les plus populistes qui gagnent. Et moi je propose qu'on revienne là-dessus, on va faire une petite pause, on va se déplacer parce qu'on entend le bruit du bus. Et là, tu as parlé de perspective, et pour donner une perspective aux générations, aux nouvelles générations, eh ben là, je propose qu'on parlera des nouvelles perspectives, de la situation actuelle, et puis quelles seraient les perspectives d'après toi. D'accord, okay, on fait ça ?